Il y a des moments où la vie ne s'effondre pas en un fracas spectaculaire, où rien ne brûle, rien ne casse, rien ne hurle. Non, elle se délite lentement, comme un tissu trop usé qui se défait fil après fil sans qu'on s'en rende vraiment compte. C'est dans ces interstices silencieux que l'esprit commence à se fissurer. Pas brusquement, mais par une sorte de fatigue sourde, une lassitude profonde que même le sommeil ne soulage plus. Depuis des semaines, je me traînais d'un jour à l'autre, sans grande attention, sans grande conviction. Je ne dormais presque plus. Pas par drame, pas par crise existentielle déclarée, mais parce que mes nuits s'étaient mises à ressembler à des couloirs sans fin où l'on avance sans jamais trouver de porte. L'insomnie n'avait rien de spectaculaire. Elle était juste là, comme une compagnie discrète mais constante. La solitude pesait d'une manière étrange, non pas comme un manque, mais comme une présence. Le silence de l'appartement n'était pas vide, il vibrait quelque part, légèrement, comme si une pensée lointaine cherchait à se faufiler entre les murs. Parfois, j'avais l'impression de marcher dans un décor bancal, un endroit qui ressemblait à ma vie sans jamais lui appartenir complètement. Je travaillais moins, je parlais moins, je pensais moins. Par moments, j'avais l'impression d'être un passager clandestin dans ma propre existence, comme si je n'étais plus celui qui décidait vraiment. Des heures passaient sans que je m'en rende compte, d'autres s'étiraient comme des journées entières. Et au cœur de cette torpeur, une sensation nouvelle s'installait, celle d'être observé non pas par quelqu'un, mais par quelque chose. Une présence silencieuse, patiente, qui attendait. Je ne savais pas encore que cette attente avait un nom. Je ne savais pas encore qu'elle m'écoutait, qu'elle me suivait, qu'elle me décrivait. Je ne savais pas que ma vie était déjà en train de glisser vers une autre forme, un autre espace, un récit dont je n'étais plus l'auteur. Mais dans ce brouillard mental, dans ce calme étranglé, une vérité se préparait, lentement, méthodiquement, presque tendrement. Une voix allait naître, et quand elle parlerait pour la première fois, ce ne serait pas pour me prévenir. Ce serait pour m'annoncer que je n'étais plus seul dans ma tête. La première fois que ça s'est manifesté, rien n'aurait dû sortir de l'ordinaire. J'étais debout dans la cuisine, les mains plongées dans l'eau tiède, entouré de mousse et d'assiettes empilées. Le genre de moment où l'esprit se détend, où l'on laisse les pensées glisser sans résistance. Je fixais vaguement la fenêtre, le regard perdu dans le noir du dehors, sans rien attendre, sans rien soupçonner. Puis c'est tombé. Pas un son, pas une voix venue de l'extérieur, pas une hallucination sonore, une phrase, nette, propre, déposée dans ma tête comme on jette une pierre dans un lac trop calme. Il sèche le verre, il regarde trop longtemps. Je me suis figé. Le verre m'a glissé des doigts, heurtant l'évier dans un bris sec. Pendant une seconde, je n'ai rien compris. Ce n'était pas ma pensée. Ce n'était pas une réflexion spontanée, pas une inquiétude, pas une impression. C'était étranger, impersonnel. Comme une voix intérieure qui ne m'appartenait pas. Une narration sans narrateur. Je restais là, les mains tremblantes, le cœur battant trop vite, attendant que quelque chose se répète, qu'un bruit me prouve que j'avais mal compris, mal entendu. Rien. Seulement le goutte à goutte du robinet et le vide autour de moi. Je me suis convaincu que ce n'était rien. Le stress du licenciement, la rupture récente, les nuits blanches qui s'empilaient. On finit par confondre ses propres pensées avec des échos quand on ne dort plus. Le lendemain, ma sœur m'appela. Une conversation simple, normale, comme pour vérifier que j'étais encore là, que je n'avais pas totalement disparu dans mon isolement. Elle me demanda comment j'allais. La question, pourtant banale, résonna en moi comme une balle dans une pièce vide. Je m'apprêtais à mentir, comme d'habitude, mais la phrase surgit, tranchante. Il prend l'appel, il ment. Ma gorge se serrait. Et comme si la voix avait décidé pour moi, mes propres mots sortirent mécaniquement. Je vais bien.
Le silence qui suivit fut trop long, trop lourd. Même ma sœur semble apercevoir quelque chose, mais elle n'insista pas. Moi, mes doigts se crispaient autour du téléphone, glacés. Je savais que je n'avais pas choisi ces mots. Je les avais prononcés, oui, mais je ne les avais pas pensés. C'est là que tout a commencé à s'effriter. La narration revint le soir même, comme si elle s'échauffait, comme si elle apprenait à utiliser ma tête comme terrain d'entraînement. Il fait défiler trop longtemps. Il réchauffe encore les restes. Il prétend lire. Ce n'étaient pas des insultes, pas des reproches. C'était une observation clinique, une voix détachée, objective, froide. Le ton exact de quelqu'un qui décrit un insecte. Par moments, presque malgré moi, je riais. Un rire bref, nerveux, un réflexe pour éviter le vertige. Je disais à voix haute, on dirait que j'ai un narrateur maintenant. Mais ça n'était pas drôle. Et ça n'était pas tout. Car très vite, la voix a commencé à prendre de l'avance sur moi. Un soir, alors que je parcourais des offres d'emploi que je savais que je n'enverrais jamais, elle murmura « Il ne postule pas, il ne le fait jamais. » Et c'était vrai. J'ai refermé l'application sans réfléchir. Un autre jour, en rédigeant un mail que je n'avais aucune envie d'envoyer, elle souffla « Il ment déjà, et il n'a même pas appuyé sur envoyer. » Je mentais. Je le savais. Mais comment pouvait-elle le savoir avant que je ne l'admette moi-même ? J'ai essayé de tester la voix, comme on teste un animal approché prudemment. Je tendis la main vers un verre d'eau, juste pour voir. Il attrape le verre. Alors je retirai ma main brusquement, comme pour la tromper. Il hésite. Il croit que cela le rend imprévisible. Une sueur froide remonta le long de ma nuque. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas un bruit mental, ni une hallucination. Quelque chose m'observait. Quelque chose qui n'avait pas besoin de mes yeux pour voir. Quelque chose qui connaissait mes gestes avant qu'ils ne trouvent leur intention. La voix n'était pas dans ma tête. Elle était au-dessus, à côté, à travers. Elle me suivait. Elle me décrivait. Et surtout, elle m'attendait. Car les premières intrusions n'étaient que des balbutiements, une prise d'élan, un échauffement. Ce que je ne savais pas encore, c'est que la voix n'avait pas seulement l'intention de décrire ma vie, elle comptait la remodeler. À sa façon, à son rythme, et selon des règles que je n'avais pas encore découvertes. Les jours qui suivirent se confondirent en une suite de nuits mal éteintes et de matins sans contour. Je vivais dans un brouillard épais, un territoire mental où chaque pensée semblait traverser un filtre inconnu avant de m'atteindre. La voix, elle, ne s'était pas interrompue. Elle parlait peu, mais elle parlait juste. Chaque phrase sonnait comme un constat clinique, un scalpel verbal posé sur ma routine. Et puis, un soir, elle a franchi une ligne. J'étais en train d'essayer de m'endormir, les lumières éteintes, le corps immobile, la respiration volontairement ralentie. J'espérais que le sommeil m'emporte par surprise, comme un animal trop fatigué pour résister. Mais la voix glissa doucement, plus proche qu'avant. Il ne dormira pas cette nuit. J'ai laissé échapper un rire nerveux, un souffle incrédule. Si, je dormirai. Mais quelques heures plus tard, la réalité me gifla. Vers 1h du matin, tout s'éteignit. Pas seulement la lumière. L'appartement entier s'étrangla dans un silence brutal. La machine à laver, le frigo, l'horloge murale. Tout cessa de vibrer. Le silence était tellement compact qu'il semblait absorber l'air autour de moi.
Je me levai maladroit, cherchant mon téléphone à tâtons. Son écran refusa de s'allumer. Il était pourtant à 80% avant que je me couche. Je le savais, j'en étais sûr. Pourtant, il était mort. Complètement. Je traversai le couloir en allumant la lampe torche du téléphone. Ou plutôt, en essayant. Elle ne s'allumait pas. Le noir m'avala. Et puis un bruit. Infime. Calculé. Un craquement dans le couloir. Je me figeai. Le bruit revint. Un plancher, sous un poids qui n'aurait dû pas être là. Je fis un pas vers la porte d'entrée, et là, dans le noir, quelque chose m'apparut. La porte était grande ouverte. Le froid s'engouffrait dans le cadre, froid et net, comme si quelqu'un l'avait poussé délicatement, juste assez pour que le froid s'invite dans mon appartement. Le battant oscillait lentement, comme si une présence invisible venait tout juste de glisser à l'intérieur. Je ne respirais plus. La voix, elle, murmurait au creux de mes os « Quelque chose va se briser ». Ce fut la seule phrase qu'elle prononça cette nuit-là. Mais elle suffit. Je partis fouiller chaque pièce, chaque coin, chaque placard, comme un maniaque enragé. Le salon, la salle de bain, la cuisine, la chambre, même le dessous du lit. Rien. Pas la moindre trace. Pas de déplacement d'air, pas d'objet manquant. Le seul élément perturbé était la porte. Grande ouverte, sans aucune marque d'effraction, sans aucune logique. Le lendemain, je me rendis au commissariat. On remplit un formulaire, on hocha la tête, on compatit avec professionnalisme. Probablement vous-même qui avez oublié, me dit l'agent d'un ton neutre. Je secouai la tête. Non, j'en suis certain. Je ne l'ai pas ouverte. Il haussa les épaules, comme on le ferait face à un enfant qui insiste trop. Mais moi, je savais. Je n'étais pas seul cette nuit-là. Quelque chose était entré. Quand je rentrai chez moi, la voix m'accueillit comme un hôte poli. Il se demande s'il devient fou. Puis un instant après, il referme la porte. Il rentre dans sa vie, comme si elle lui appartenait encore. Je restais immobile dans l'encadrement, incapable d'avancer. Cette fois, ce n'était plus une description, ce n'était plus un commentaire, c'était une mise en scène, un script. Et moi, j'étais en train de jouer sans avoir le droit d'improviser. Cette nuit-là, je dormais avec les lumières éteintes. J'installai une chaise devant la porte d'entrée, nouai une ficelle entre la poignée et mon poignet. Un système enfantin, stupide. Mais j'avais besoin de sentir quelque chose, n'importe quoi, pour me convaincre que j'étais encore dans ce monde. Pendant des heures, la voix gardait le silence. Un silence plus terrible encore que les mots. Lorsque mes yeux finirent par se fermer, elle reprit, posée, presque amusée. Il se pense en sécurité parce qu'il se prépare. Je n'ai plus dormi le reste de la nuit. Au matin, la ficelle était intacte. La porte n'avait pas bougé. Tout semblait normal. Mais l'air avait changé. L'atmosphère de l'appartement n'était plus la même. Comme si quelqu'un ou quelque chose avait circulé pendant mon sommeil. Et c'est ce jour-là que j'ai compris. Je n'étais ni maudit, ni possédé, ni fou. Je n'avais pas attiré quelque chose. C'était ce quelque chose qui m'avait choisi. Et il n'était qu'au début. La première fois que j'ai pensé à appeler quelqu'un, vraiment appeler quelqu'un, ce fut presque un réflexe de survie. Pas un courage héroïque, non, juste un instinct animal qui pousse à chercher un témoin quand la réalité se fissure sous les pieds. Pendant des jours, je m'étais enfermé dans un tête-à-tête silencieux avec la voix, persuadé que tout n'était qu'un effondrement intérieur, un déraillement mental. Mais les nuits blanches, les portes ouvertes par une main invisible, les objets déplacés, tout ça commençait à prendre trop de place pour être expliqué par la fatigue. Alors j'ai appelé Emma. Emma, c'était un pilier, une présence ancienne, fidèle, imperturbable, le genre d'amie avec laquelle 6 mois de silence s'effacent en 30 secondes, le genre d'épaule qui ne pose pas de questions, mais qui sait les entendre. Une personne réelle, tangible, mémorisée par des photos, des textes, des rires, ou du moins, c'est ce que je croyais. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit diner au bord de la ville. Un endroit sans charme particulier, mais assez banal pour sembler sûr.
Les néons au-dessus du comptoir clignotaient faiblement, donnant un lieu à une atmosphère figée dans le temps. J'étais en avance. Je serrais mes doigts les uns contre les autres pour calmer les tremblements. Quand Emma entra, j'eus presque envie de pleurer de soulagement. Sa présence manqua d'un coup, comme si quelqu'un replaçait brusquement le décor sous mes pieds. Elle me prit la main en s'asseyant. Ses yeux cherchaient les miens avec douceur. « Tu n'as pas l'air bien », dit-elle. Son regard disait vérité, sa voix disait réconfort. Pour la première fois en semaine, j'ai eu l'impression que quelqu'un me voyait vraiment. Alors j'ai parlé. Je lui ai tout raconté. La voix, les phrases qui me devançaient, la porte ouverte, l'impression d'être observé depuis un endroit qui n'existait pas, ma propre tête devenue terrain étranger. Elle a écouté, sans se moquer, sans s'agacer. Elle prenait même des notes mentales, j'en suis sûr. Et quand elle a serré ma main, j'ai senti quelque chose en moi se détendre. « Je ne pense pas que tu deviennes fou, dit-elle doucement. Je pense que tu traverses quelque chose et que tu as besoin de soutien. » Une pause. « Je te crois, ou du moins je crois que tu crois tout ça. Et c'est suffisant pour moi. Ce n'était pas la validation que j'espérais, mais c'était mieux que l'indifférence. C'était réel, ou du moins je le croyais. Ce soir-là, lorsque je me couchais, légèrement apaisé, la voix réapparut plus lente, plus grave, plus lourde que ne l'avait jamais été. Il a parlé à la mauvaise personne. Un silence, ennuyeux. Un autre silence, comme un souffle retenu. Supprime-la. Je me redressai aussitôt, glacé. Non, non, non. Mais la voix n'avait pas besoin de continuer. Je savais déjà. J'attrapai mon téléphone d'une main tremblante. Je tapais Emma. Son nom n'était plus là. Je cliquais dans les messages. La conversation existait. Mais elle était vide, comme une pièce qu'on aurait vidée de ses meubles pendant mon sommeil. Une barre grise indiquait simplement « aucun message ». Je tentais de l'appeler. Une sonnerie, puis une voix synthétique, impersonnelle. Ce numéro n'est pas en service. Je restais figé, le téléphone collé à l'oreille, comme un animal blessé qui ne comprend pas la douleur. Puis je me précipitais dans mes photos, cherchant des preuves, des traces, des souvenirs. Je savais que j'en avais des dizaines. Anniversaire, soirée, ce karaoké catastrophique où elle avait chanté trop faux. Mais il n'y avait rien. Les photos étaient intactes, mais vidées. Là où Emma devait apparaître, il n'y avait que des espaces vides, des silhouettes absentes, des morceaux d'images déplacés comme si quelqu'un avait découpé son existence avec une précision chirurgicale. Je sentais la panique me gonfler la poitrine comme un ballon qu'on pousse trop loin. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à son appartement, ou ce qu'il était censé être. Sur la sonnette, un autre nom, une autre personne. Je toquai. Une femme blonde, environ 35 ans, m'ouvrit la porte avec un air perplexe. « Emma ?» demandai-je d'une voix tremblante. Elle secoua la tête. « Il n'y a jamais eu d'Emma ici. J'habite ici depuis 6 ans. 6 ans. Hier encore, Emma était devant moi. Sa main tenait ma mienne. Sa voix tremblait un peu quand elle me disait qu'elle me croyait. 6 ans. Le monde se déchirait légèrement, comme un film brûlé par un projecteur trop chou. Et au fond de ce craquement, la voix reprit, douce, comme une main qui se pose sur l'épaule d'un condamné. Une histoire n'a pas besoin de personnages secondaires s'ils ne servent pas le dénouement. Je restai longtemps dans ma voiture, incapable de respirer normalement. Mon téléphone reposait dans ma main, comme un artefact d'un monde qui n'existait plus. La disparition d'Emma n'était pas une métaphore, ce n'était pas une hallucination. Quelque chose venait de réécrire ma réalité, comme si elle n'avait jamais existé, comme si la voix avait corrigé l'histoire. Et moi, j'étais le seul à m'en souvenir. Après Emma, quelque chose en moi s'est brisé.
Pas un éclat visible, pas une crise spectaculaire. Non, une fissure silencieuse, mais profonde. Comme si un pilier invisible de mon monde venait de céder. À partir de là, tout s'est mis à se tordre lentement, sans prévenir, sans logique. La réalité devint une matière molle, malléable, que la voix manipulait avec la précision d'un auteur lassé de son propre récit. Les premiers signes furent subtils. Trop subtils peut-être pour quelqu'un d'autre, mais moi, j'étais devenu obsédé par les détails, par la cohérence, par les points fixes. Et les points fixes commençaient à fondre. Le matin suivant, je me levais avec la conviction qu'il fallait garder le contrôle, même un semblant de contrôle. Je me dis que je devais faire semblant d'être normal, fonctionner normalement, prendre un petit déjeuner, aller marcher, me doucher, n'importe quoi qui puisse accrocher la réalité à mes gestes. En entrant dans la cuisine, je regardais automatiquement l'horloge au-dessus du four. 3h12. Je clignais les yeux. J'étais certain qu'il était au moins 9h. La lumière à travers la fenêtre le disait clairement. Je détournais le regard une seconde. Une seule. Le temps de prendre un verre. Quand je relevais les yeux, l'horloge indiquait 9h27. Je restais planté là, le verre en main, le cœur battant trop fort. Je tendis la main vers l'horloge, comme si la toucher pouvait confirmer ce que mes yeux refusaient de comprendre. Mon doigt frôla le cadran, et à l'instant précis où je le touchais, minuit. La même seconde 3 fois de suite, affichée comme un clin d'œil moqueur. Je reculai brusquement. Un souffle glacé traversait la cuisine. La voix, elle, demeurait silencieuse. Un silence plus inquiétant que toutes ces phrases. Les déformations devinrent plus audacieuses au fil des jours. Un soir, je posai un livre sur la table basse. Je traversai la pièce pour fermer les rideaux. Quand je me retournai, le livre était au sol, ouvert à une page que je n'avais jamais lue. Un texte étrange, sans titre, une description minutieuse de moi, debout, dans mon salon, en train de fermer les rideaux. Comme si l'histoire écrivait en direct ce que j'étais en train de vivre. Je refermai le livre d'un geste sec. Mon cœur battait trop vite. Et dans mon crâne, une pensée germa. Qu'est-ce qui m'appartient encore ? La voix réapparut cette nuit-là, pour la première fois depuis la disparition d'Emma. Je me regardais dans le miroir de la salle de bain, pas pour me coiffer, pas pour m'analyser, non, pour me rassurer que mon reflet me suivait toujours. Mais quelque chose n'allait pas. Ma peau semblait plus pâle, mes yeux plus sombres, comme s'ils absorbaient la lumière au lieu de la refléter. Je fis un geste rapide pour voir si le reflet suivait à la même vitesse. Il bougea, mais en retard. 1 seconde de trop. Pour appartenir au réel. Je sentis mes jambes menacées de lâcher. Le reflet, lui, me fixait, de plus en plus intensément. C'est à cet instant que la voix revint, pas moqueuse, pas rapide, non, douce, presque compatissante. Il commence à comprendre qu'il n'est pas au centre de sa propre vie. Je posai les mains sur le lavabo, m'accrochant à la porcelaine comme à une bouée. La voix continua, implacable. Il réalise que sa réalité n'est pas construite pour lui, mais autour de lui. Je relevai lentement la tête. Le reflet ne me suivit pas. Il me devança. Il me regarda avant même que mes yeux ne se redressent. Je ne pouvais plus respirer. Il comprend enfin, murmura la voix, qu'il n'est réel dans le sens où il le croyait. Je fis un pas en arrière, tremblant. Le reflet resta là, immobile, les yeux plantés dans mes yeux. Et dans ce silence étouffant, une seule phrase traversa mon esprit. Si la voix peut décrire ce que je fais, peut-elle aussi décrire ce que je suis ? Les jours suivants, les incohérences devinrent incontrôlables. Les meubles changeaient de place sans bruit. Les murs semblaient respirer la nuit, se contractant légèrement comme un thorax endormi. Parfois, la lumière tombait à un angle impossible, éclairant des zones qui ne devraient pas exister. Mon ombre s'allongeait alors que je ne bougeais pas. D'autres fois, elle disparaissait complètement. Un matin, je sortis dans la rue pour tenter de marcher, respirer, m'échapper. Mais même dehors, le monde n'était plus solide. Les passants avaient des faces floues, comme mal dessinées. Leur corps se dédoublait parfois, comme si l'image tremblait, mal rendue. Un homme me salua puis se dissipa dans un fondu léger comme une erreur de montage. Les arbres semblaient trop immobiles. Le vent soufflait sans bruit. Les oiseaux mouvaient leurs ailes sans produire un seul son. J'étais dans un environnement qui ressemblait au monde, mais qui n'en avait pas la substance. Un décor de théâtre, une simulation, un brouillon. Et dans ce décor qui s'effritait, je n'étais plus un habitant. J'étais un intrus.
La voix ne parlait presque pas. Elle me laissait avancer, trébucher dans cet univers qui perdait sa cohérence. Elle observait, elle attendait. Je sentais sa patience, lourde, tranquille, comme si elle voulait savoir jusqu'où j'irais avant de m'effondrer. Et je crois que c'est à ce moment précis que j'ai compris une vérité que je refusais d'admettre. La réalité n'était pas en train de se déformer autour de moi, elle se réajustait, comme si elle cherchait à se débarrasser de moi, comme si je n'étais pas censé être là. Mon esprit basculait. Je commençais à douter de ma propre continuité, de ma propre consistance. Et c'est exactement à ce moment fragile, ce moment où tout s'effritait, que la voix a décidé de revenir vraiment, mais pas pour parler, pas pour me guider, pas pour me menacer, mais pour me préparer. À quoi ? Je ne le savais pas encore, mais je sentais au plus profond de ma peur que ce n'était que le début. Il y a des moments où une présence invisible cesse d'être une impression, où elle devient un fait, où elle cesse de flotter à la périphérie de la conscience pour venir s'asseoir juste devant vous, dans l'ombre, patiente, immobile, comme un prédateur qui ne se cache plus parce qu'il sait que vous ne pouvez pas fuir. Dans les jours qui suivirent, la voix se fit plus rare, et c'était pire. Parce que le silence n'était pas une absence, il était une compression, un repli, une concentration. Comme si quelque chose se regroupait, se densifiait dans un coin invisible de ma vie, attendant que le moment soit parfait. La réalité continuait de grincer autour de moi. Les objets ne restaient jamais où je les avais posés. Les ombres changeaient de place d'une seconde à l'autre. Le sol semblait parfois légèrement incliné, comme si le monde tout entier cherchait à me faire glisser vers quelque chose de plus sombre. La nuit où tout a basculé, j'étais dans le salon, assis au sol, le dos contre le mur, le regard perdu dans le vide. Je m'étais convaincu qu'il suffisait d'attendre que la voix se fatigue, qu'elle se détourne, qu'elle trouve un autre jouet. Mais la vérité, c'est que j'espérais qu'elle revienne. Parce que le silence qui l'avait remplacé était pire qu'elle. Était pire que tout. Et puis, sans prévenir, elle parla. Pas depuis ma tête. Pas depuis quelque profondeur mentale. Depuis partout. Elle entra dans la pièce comme une température. Comme une vibration dans les murs. Comme un souffle invisible qui se glisse sous la porte et envahit l'air. Enfin, un seul mot. Il me transperça. Je sentis chaque poil de mon corps se dresser. Mon souffle se coupa. Je ne pouvais plus bouger mes doigts. La voix n'était plus une voix. C'était une présence totale. Une conscience qui remplissait chaque recoin de l'appartement. Puis, elle ajouta avec une lenteur calculée, presque amusée. « Tu as mis du temps. » Je voulus répondre, mais ma gorge resta sèche, bloquée. Comme si les mots eux-mêmes avaient trop peur de sortir. « Tu voulais savoir ce que je suis. » Les murs vibrèrent légèrement. Les lampes clignotèrent. L'air devint plus froid, plus lourd. « Qu'est-ce que tu veux ?» murmurai-je enfin. Le silence qui suivit était presque un rire. « Je suis la seule chose réelle ici. » Mon sang se glaça. Je ne savais pas s'il parlait littéralement. Je ne savais pas si je devais le croire, mais la conviction dans sa voix, ce calme absolu, c'était pire que la menace. Tu étais censé n'être qu'une histoire. Les mots tombèrent un par un. Précis, tranchants. Une fiction. Un exercice. Une structure simple. Un personnage faible. Une trajectoire prévisible. La pièce sembla trembler un peu. Je me recroquevillai instinctivement. La voix continua implacable. « Je t'ai créé. » Je secouai la tête comme un enfant qui refuse une vérité évidente. « Non, non, c'est impossible. » « Je t'ai modelé. » Les lumières s'éteignirent. Je me retrouvai plongé dans une obscurité totale. J'ai écrit ta vie. Tes peurs. Tes pertes.
quelque chose se rapprocha. Je ne l'entendais pas marcher, mais je sentais sa présence, juste devant moi, comme une masse invisible, palpable, lourde. Et tu n'as rien donné en retour. Je reculai jusqu'à ce que mon dos heurte le mur. La voix reprit plus menaçante encore dans son calme. Tu es un personnage qui refuse d'avancer. J'ai eu un tremblement dans la poitrine. Pas de volonté, pas d'action, pas d'évolution. Une pause. Puis tranchante, tu es un mauvais protagoniste. Je crus que mon cœur allait s'arrêter. Je ne suis pas un personnage, je suis réel. La voix semblait sourire. Je l'ai senti. Je n'ai pas de mots pour l'expliquer, mais je l'ai senti sourire. Alors pourquoi n'as-tu rien fait? Je restais silencieux. Pourquoi ne changes-tu rien? Pourquoi continues-tu d'attendre? Pourquoi te contentes-tu de survivre? Les murs vibraient maintenant comme un tambour sourd, comme si la réalité elle-même commençait à perdre patience. Je veux une histoire, je veux du mouvement, je veux un dénouement. Je sentis l'air se contracter autour de moi, comme si la pièce se resserrait. Puis la phrase tomba, froide comme un couperet. Je vais te forcer. La lumière jaillit soudain, crue, violente, comme un flash qui déchire le noir. Et tout bascula. La pièce songea. Le décor se tordit. Les murs s'étirèrent, la réalité se froissa comme du papier. Je n'étais plus dans mon appartement. J'étais ailleurs, dans un espace manquant de contours. Un lieu à moitié construit. Un lieu où l'histoire avait décidé de me redessiner. Et la voix, désormais omniprésente, souffla la première phrase de ce nouveau chapitre. Il croit pouvoir me défier. Il croit pouvoir ne rien faire. Alors je vais lui montrer ce que devient une histoire qui refuse d'avancer. Le sol disparut. Je tombais. Et la confrontation ne faisait que commencer. Je me réveillais comme on remonte d'une noyade, la respiration hachée, les poumons brûlants. La chute avait cessé, mais je ne savais ni où j'étais, ni combien de temps s'était écoulé. Le monde autour de moi flottait dans une semi-obscurité, comme une pièce mal rendue dans un jeu vidéo, un environnement encore en chargement. Les contours n'étaient pas nets, les couleurs semblaient hésiter, les ombres n'étaient jamais à la bonne place. Puis, lentement, la réalité se reconstitua. Mon appartement, mon canapé, mon tapis, mon plafond. Tout presque normal. Presque. Mais quelque chose dans l'air avait changé. Une densité nouvelle, une tension étouffante. Comme si les murs attendaient que je bouge. Comme si le monde retenait son souffle. La voix, elle, restait silencieuse. Le silence complet. Celui qui précède la tempête. Celui qui juge. Celui qui attend. Je me levais difficilement, comme si mes os n'étaient plus alignés. Je titubais jusqu'à la salle de bain pour m'asperger d'eau. Lorsque je me penchais sur le lavabo, l'eau coulait trop lentement, presque au ralenti, comme si elle hésitait à tomber, comme si le monde n'était plus sûr de devoir obéir à la gravité. Je levai les yeux vers le miroir. Mon reflet me tournait le dos. Je n'ai pas bougé, je le jure. Mais dans la glace, mon dos était face à moi, la nuque immobile, les épaules légèrement contractées, comme si quelque chose d'autre occupait ma place, comme si mon propre être n'était plus synchronisé avec moi. Je reculai d'un bond, le souffle coupé. C'est alors que la voix réapparut, douce, lisse, presque exaspérée. Il n'avance pas. Il répète. Il ne change rien. Je secouai la tête. Je ne comprends pas ce que tu veux. La réponse claqua comme une porte qu'on abat. Je veux une histoire. Je crus sentir l'air trembler autour de moi. Mais toi,
Tu n'es que stagnation. Les murs vibrèrent légèrement. L'atmosphère devint plus lourde, plus dense, comme si la réalité s'épaississait pour me broyer. J'éclatai alors dans un geste de désespoir. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Le silence tomba, comme une neige noire. Puis la voix, froide. « Bouge. » C'est là que j'ai compris, que j'ai vraiment compris. Chaque fois que je faisais quelque chose, elle commentait. Chaque fois que je décidais une action, elle critiquait. Chaque fois que je tentais de lui donner ce qu'elle voulait, elle trouvait ça insuffisant. J'étais dans un piège narratif, où la seule chose qu'elle attendait de moi était que je lui permette de continuer à exister. Alors j'ai fait ce que jamais aucun protagoniste ne fait, ce que tout récit déteste, ce que toute histoire ne peut pas tolérer. Je n'ai plus bougé, ni un doigt, ni un muscle, ni une respiration profonde, rien. Je me suis assis sur le sol, le dos contre le mur, les yeux fixés sur un point invisible, sans cligner plus que nécessaire pour survivre. Je suis devenu une statue vivante, un personnage qui refuse d'être un personnage. La voix attendit, longtemps, très longtemps. Après 1 heure, elle tenta encore. Il se lève frustré et confus. Je ne bougeais pas. Il marche, il réfléchit, il doute. Rien. Une irritation imperceptible traversa l'air, comme un courant électrique léger. Il crie. Silence. Je restais immobile, mentalement vide. Une coquille. Là, la voix se fissura légèrement. Il se lève. Je restais inerte. Puis brusquement, il échouera. Son ton se déforma, trembla, perdit sa précision. Et moi, je restais immobile, complètement vide, absolument absent. Les heures passèrent, puis une journée. Peut-être 2, je ne sais pas. La faim devenait une douleur lointaine, la soif une brûlure. Mais je m'accrochais à une idée. Si je refusais d'alimenter le récit mourrait. Quand la voix réapparut, elle n'avait plus la même certitude. Il réfléchit à ce qu'il a perdu. Non, je ne réfléchissais pas. Je ne pensais à rien. Je tuais le fil narratif en refusant de lui donner matière. Il regrette sa vie. Il regrette Emma. Non plus. Un tremblement invisible parcourut la pièce, comme si quelque chose se fissurait, comme si la structure même de l'histoire se tordait, se pliait, incapable de marcher sans moi. Et alors, pour la première fois, la voix sembla paniquer. « Bouge !» Je ne bougeais pas. « Bouge maintenant !» Rien. « Fais un geste, respire plus fort, cligne les yeux !» Je laissais mes paupières ouvertes jusqu'à la douleur. « Je ne peux pas continuer si tu ne fais rien !» Un sourire faible traversa mon esprit, imperceptible. Le seul plaisir que j'éprouvais depuis des semaines. La voix devint un souffle brisé. « Je te ferai bouger !» Puis le sol vibra. L'air sembla se contracter, comme si quelque chose approchait. Quelque chose qui voulait me ramener dans l'histoire. Quelque chose qui voulait me punir. Et dans ce rien absolu que j'étais devenu, une certitude froide naquit. La voix n'était plus un narrateur. Elle était un prédateur affamé. Et j'étais la proie qui refusait de courir. J'ai tenu aussi longtemps que j'ai pu. Peut-être des heures, peut-être des jours. Mon corps hurlait, mais ma volonté restait figée comme une paroi de glace. Je me disais que si je devenais une absence totale, un vide parfait, la voix finirait par abandonner, par s'effondrer d'elle-même. Qu'aucune histoire ne survit quand le personnage principal se transforme en pierre. Je me trompais. Lorsque mes yeux se sont finalement fermés, non pas par fatigue, mais par une forme d'évanouissement contrôlé, j'ai senti l'obscurité m'avaler. Une obscurité profonde, silencieuse, presque agréable. Pour la première fois depuis longtemps, je n'entendais plus rien. Pas de narration, pas de bruit, pas de souffle étranger. Juste du noir. Et puis, un choc. Léger d'abord. Un frisson contre ma joue. Un souffle tiède.
Un murmure humain. « Hé, tout va bien. Réveille-toi. » J'ouvris les yeux. J'étais dans mon lit. La lumière du matin traversait les rideaux. Le plafond était normal. La pièce était normale. Et à côté de moi, une femme était assise. Elle portait un manteau long, beige, celui que j'avais toujours trouvé trop adulte quand mon ex le portait. Ses cheveux tombaient en boucles légères, ses yeux, larges et sombres, me fixaient avec une inquiétude sincère. « Tu m'as fait peur, » dit-elle en touchant ma main. « Tu avais disparu pendant des jours, tu ne répondais plus à rien. » Je la regardais sans comprendre. Je ne la connaissais pas. Je n'avais jamais vu son visage. Et pourtant, elle parlait comme si elle était ma femme. Je voulus parler, mais ma gorge était sèche. À cet instant, un petit bruit attira mon attention. Des pas, légers, mesurés. Une petite fille entra dans la chambre. 6 ans, peut-être 7. Cheveux noirs attachés maladroitement, une robe pâle, des yeux graves, un sérieux qui n'appartient pas aux enfants. Elle me regarda comme si elle me connaissait, comme si j'étais son père. Elle grimpa sur le lit, s'assit contre moi, sans un mot. Sa petite main glissa autour de mon bras, et je sentis mon monde vaciller. La femme me serra davantage la main. « Pourquoi tu ne répondais plus à ton téléphone ? On pensait qu'il t'était arrivé quelque chose. » Mon cœur battait si fort que j'en avais mal. Je regardais cette famille avec la terreur d'un homme qui arrive chez lui et découvre qu'il vit dans un autre foyer. « Je ne comprends pas, » murmurai-je. La femme glissa sa tête contre mon torse, cherchant un réconfort auquel elle semblait habituée. La petite, blottie contre moi, ferma les yeux. Une chaleur me traversa, mais une chaleur fausse, forcée, artificielle. Un mensonge localisé. Je ne les connaissais pas, et pourtant, tout en elle voulait me convaincre du contraire. La voix, absente jusque-là, revint, pas en narration, pas en commentaire, en chuchotement, à l'intérieur, comme une confidence venimeuse. Tu aurais pu avoir ça. Une pause, un souffle. Maintenant ton potentiel est mort. Tu aurais pu être intéressant, tu aurais pu être complet, mais tu refuses de jouer ton rôle. Je secouai la tête paniquée. S'il te plaît, arrête. La voix ricana, une vibration froide qui descendit le long de ma colonne vertébrale. Tu avais envie de jouer, de l'oisiveté, d'inconséquence. Je voulus me lever, crier, les repousser, mais quelque chose en moi restait paralysé, comme si l'idée de blesser cette femme et cet enfant, même faux, m'empêchait de me bouger. La fillette leva soudain la tête vers moi. « Papa, tu ne vas plus partir, hein ?» Un frisson me traversa. Sa voix n'avait pas d'intonation intentine, elle sonnait trop parfaite, trop propre, comme un enregistrement. Je déglutis difficilement. Je ne suis pas ton... Mais je ne pus pas finir ma phrase, parce que la femme se mit à pleurer. Des larmes épaisses, rapides, presque théâtrales. Elle s'accrocha à moi. On a tellement eu peur, tellement. Et dans ses pleurs, il n'y avait pas de respiration réelle, pas de tremblement réel, pas de cohérence musculaire. Des larmes, mais sans émotion. Des larmes générées. La voix se fit plus présente, coulant dans mes pensées comme une encre noire. Tu voulais de la profondeur, de l'enjeu, une raison d'exister? Alors je t'en ai donné une. La fillette posa sa tête sur mon torse. Je sentis son poids, la chaleur de sa peau, tellement réelle, tellement faux. Je fermai les yeux terrifiés, suffocant sous ce théâtre parfait. Je murmurai « Qui sont-ils » La voix répondit immédiatement « Des possibilités ». La lumière dans la pièce clignota. La femme qui me tenait la main se figea, la fillette aussi. Leurs corps devinrent immobiles, raides. Et puis, comme une contradiction soudainement effacée, elles se mirent à trembler. Leur peau vibrait légèrement. Leur image se dédoubla, comme si elles n'étaient pas attachées correctement à la réalité, comme si elles étaient en train de se décoller du monde. La voix murmura, « Tu arrêtais sous l'auto-kinoxysé. Tu voulais jouer au joueur calmé, au joueur glacial. » Je secouai la tête, paniqué. « S'il te plaît, arrête !» La voix ricana, une vibration froide qui descendit le long de ma colonne vertébrale.
Alors regarde ce qu'il se passe quand une histoire n'a plus besoin de ses accessoires. La femme cligna des yeux, une seule fois, et lors du clignement, ses pupilles disparurent. Son visage se figea, puis se dissolut, comme une image numérique corrompue. Elle se fragmenta en milliers de pixels blancs, noirs, gris, qui tombèrent sur le sol, qui disparurent avant même de toucher terre. La fillette, elle aussi, se mit à vaciller. Elle tenta d'attraper ma main comme si un instinct désespéré l'habitait, mais sa main traversa ma mienne, sans résistance, comme une projection. Puis elle se tordit, se déforma, son corps étiré dans un angle impossible, et s'éteignit comme une lumière qu'on souffle. Il ne resta que le lit et moi. La voix parla une dernière fois de satisfaite. « Tu vois, même les illusions s'en vont quand le protagoniste refuse d'avancer. » Et je compris. Je n'avais jamais eu de famille, jamais eu de femme, jamais eu d'enfant. La voix venait seulement de me montrer ce qu'elle était capable de créer et de détruire en une seconde. Et tout cela n'était qu'une mise en scène, une mise en garde. Lorsque la femme et l'enfant se dissipèrent, non pas en mourant, mais en cessant d'exister, quelque chose se brisa en moi. Pas seulement de la peur, pas seulement de la tristesse, non, quelque chose de plus profond, de plus viscéral. La certitude que je n'avais plus aucune prise sur mon propre monde. Je restais assis sur le lit, la main encore tendue vers le vide où la petite fille s'était dissoute. Les particules d'elle flottaient encore dans mon esprit, comme une poussière traumatique qui refusait de retomber. Et avant même que je puisse respirer, la réalité s'effondra une seconde fois. Le décor de ma chambre se mit à vibrer, d'abord subtilement, puis violemment, comme un décor de théâtre qu'on démonte en urgence. Les murs se dissocièrent, les couleurs se brouillèrent, les ombres s'étirèrent comme des animaux blessés. Le sol disparut sous moi. Je tombais. Pas comme une chute réelle, pas comme une chute physique, une chute conceptuelle, une chute hors de mon propre récit. Quand mes yeux se rouvrirent, j'étais attaché. Mes poignets étaient serrés par des cordes épaisses, rugueuses, imbibées d'une humidité rance qui sentait le métal et l'abandon. Mon dos collait au dossier d'une chaise vieux bois, un bois qui semblait si ancien qu'il s'effritait presque sous ma peau. Le sol était du ciment froid, fissuré, taché d'une noirceur ancienne. Le lieu n'était pas un lieu. C'était un espace pensé pour que je souffre. Un unique néon oscillait au-dessus de ma tête, crachant sa lumière blafarde avec un grésillement irrégulier. Il éclairait mal, comme si lui aussi hésitait à participer à la scène. Des tuyaux rouillés couraient le long du mur. De l'eau gouttait quelque part, goutte après goutte, un rythme insupportable. Et dans cette lumière tremblante, quelqu'un était là, un homme, ou quelque chose qui ressemblait vaguement à un homme. Il était de dos, penché sur une table en métal, hochant la tête en rythme, comme s'il fredonnait une mélodie déformée, un chant d'enfant qu'on aurait étiré jusqu'à le rendre monstrueux. Son dos tremblait légèrement. Ses épaules s'élevaient et s'abaissaient comme une marionnette mal ajustée. Puis il se retourna. Son sourire était trop large, trop présent. Ses yeux étaient comme peints, fixes, humides d'un éclat étranger à toute émotion humaine. Il ne parla pas, mais derrière lui, comme un metteur en scène satisfait, la voix s'éleva. Conflit. Il prit un pas vers moi. Tension. Son sourire s'élargit, ses dents cliquetèrent légèrement, comme si elles n'étaient pas à leur place. Douleur. Il attrapa quelque chose sur la table. Des pinces, un couteau, un tournevis, un marteau taché. Des outils banals, domestiques, mais réagencés avec une logique sadique, comme un puzzle d'horreur bricolé par un enfant cruel. Il s'approcha. Je me mis à trembler. Je tentais de parler. « Non, attends, non, non !»
mais ma voix n'était qu'un souffle. Il posa sa main froide sur ma main droite. Il eut un petit rire. Ou peut-être que c'était la voix qui riait en lui. Puis il attrapa mon pouce, et sans la moindre hésitation, il commença à arracher l'ongle. La douleur fut immédiate, blanche, aveuglante. Elle traversa mon bras comme une lumière électrique, brutale, insupportable. Je hurlai, un hurlement qui résonnait dans le sous-sol, comme une bête qu'on égorge. Mais l'homme, ou la créature, ne réagit pas. Il continuait, méthodique, précis. L'ongle se détacha dans un bruit humide, un petit crack, suivi d'un filet de sang épais. Je suffoquais. Je me tordais contre les cordes, mais elles ne cédaient pas. Elles semblaient même se resserrer. Un doigt, un autre, encore un autre. Chaque déchirement était une explosion de douleur. Mes hurlements se mélangeaient au grésillement du néon, à la mélodie baveuse de l'homme, à la voix qui planait. Tu souffres, mais tu ne deviens pas intéressant. Je secouais la tête, je pleurais, je suppliais. Arrête, arrête, je te supplie. La voix répondit avec lassitude. La souffrance est facile, c'est un raccourci, un cliché. Toute histoire peut torturer son héros. L'homme laissa tomber les pinces. Elles résonnèrent sur le sol dans un tintement métallique. La douleur ne cessa pas. Elle s'arrêta. D'un coup, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Mes doigts étaient intacts. Pas de sang, pas de plaie, pas de cicatrice. Mais la mémoire de la douleur restait imprimée sous ma peau, comme un tatouage nerveux. Je haletais, incapable de comprendre. L'homme recula, son visage se fissura, sa forme vibra, se doublia, se brouilla, puis il disparut. La voix, elle, devint immobile, comme s'il se redressait quelque part dans l'obscurité. Tu cries, tu saignes, tu réagis, mais tu n'évolues pas. Une pause, j'ai besoin de plus. Le néon au-dessus de moi vacilla. Le monde sembla s'évider, se déchirer. Le ciment devint flou. Les murs se dissipaient. Et dans cet effacement, la voix murmura. « Tu veux une dernière chance ? Alors, donne-moi quelque chose à raconter. » Je fermai les yeux. Et tout devint noir. La lumière revint trop vite, trop brusquement, comme si quelqu'un avait tiré un rideau sans me prévenir. Pas une lumière naturelle, une lumière propre, douce, artificielle, calibrée. Elle réchauffait ma peau juste assez pour que je croie que c'était le matin. J'étais allongé sur mon canapé. Le même canapé, dans le même salon, le même parquet, la même table basse. Tout avait l'air normal. Et c'était précisément ce qui me terrifia le plus. Je me redressais lentement, chaque muscle tendu, en attente du moindre signe d'irréalité. Mais tout semblait propre, neuf, réinitialisé, comme un décor fraîchement remis en place avant une nouvelle scène. Sur l'accoudoir, mon téléphone vibra. Un message, puis un appel. L'écran affichait « Numéro inconnu ». Je décrochais la main tremblante. « Allô ?» La voix de l'autre côté était joyeuse, presque trop enjouée. « Bonjour, je vous appelle pour vous informer que vous avez eu le poste. Félicitations !» Je restais silencieux. Salaire complet, avantages, et nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Je n'avais postulé à rien. À rien du tout. Je murmurais « Je crois qu'il y a une erreur. » « Aucune erreur ? Nous vous voulons vraiment. » Puis, la ligne se coupa. Pas d'un bruit de raccroché, une coupure nette, parfaite. Comme un clip audio supprimé. Je restais immobile, le téléphone encore porté à mon oreille, sans comprendre ce que je venais d'entendre. C'est alors qu'une notification apparut sur l'écran. Instagram.
Message d'une inconnue. Salut, j'ai vu ton profil. T'es mignon. Ça te dirait de boire un verre? Je cliquai sur son profil. Elle correspondait exactement à tout ce que j'aimais. Comme si quelqu'un avait compilé mes préférences, mes fantasmes, mes fragilités, et avait dessiné une femme parfaite juste pour moi. Son sourire était calculé, sa posture contrôlée, ses intérêts alignés avec les miens d'une manière trop précise. Une femme parfaite pour une histoire parfaite. Mon cœur se mit à battre lentement, lourdement, comme s'il avait compris avant moi. Je posai le téléphone, le souffle court. Puis, mon regard se posa sur la table basse. Un billet de loterie. Déjà gratté. Je n'avais aucun souvenir d'avoir joué, pas même d'avoir acheté un billet. À la télévision, un présentateur égrenait les numéros bitirages de la veille. Le billet, immobile sur la table, affichait exactement les mêmes chiffres. Numéro après numéro, colonne après colonne. Une synchronisation parfaite, impossible, écrite. Je crus suffoquer. Ma gorge se resserra. Mon esprit refusa d'abord, puis accepta, puis s'effondra. Ce n'était pas un miracle, c'était un cadeau, un piège, une récompense artificielle, une tentative de me réintégrer au récit. La voix revint, pas dans le monde, pas dans les murs, dans ma tête. Un souffle, un murmure, un sourire que je pouvais entendre. C'est mieux, n'est-ce pas? Je me redressai si vite que ma vision se brouilla. Je soufflai « Arrête, arrête ça !» La voix répondit lentement, presque avec une tendresse manipulatrice « Je t'offre ce que tu veux, ce dont tu rêves. Une bonne nouvelle, une rencontre, la chance. » Je secouai à pète, recouvrant mes tempes. Je ne veux pas ça. Un rire, léger, presque triste. Tu mens? Tout le monde veut ça. Je fis quelques pas dans le salon, mes jambes tremblaient, je regardais autour de moi, scrutant chaque coin du décor. Quelque chose était faux. Je le sentais dans mes os. L'air trop clair, les ombres trop nettes, la lumière trop stable, le silence trop parfait. Et la voix reprit. « Tu existes grâce à moi. » Un souffle. Pas à l'inverse. Mon sang glaça. Je fixai le billet gagnant, l'offre de travail miraculeuse, le message de la fille parfaite, le salon parfaitement rangé, l'air aseptisé comme un drame artificiel. Tout avait été réécrit, nettoyé, poli, optimisé. Une version de ma vie sans moi. Je reculais, lentement. Chaque pas résonnait dans un monde qui n'était plus le mien. La voix susurra. « Allez, profite. J'ai enfin trouvé une histoire où tu pourrais être utile. » Je murmurai « Ce n'est pas ma vie. C'est celle que je t'écris. » Un frisson me traversa, glacé. Mon souffle devint court, parce que je comprenais enfin, vraiment. Cette voix n'avait jamais voulu me tuer, ni me punir, ni me torturer. Elle voulait que je continue, que je joue, que je serve, que je remplisse un rôle. Parce que si l'histoire s'arrêtait, moi aussi. La voix, douce comme une main prête à étrangler, reste dans l'histoire et tu vivras. Je me laissai tomber dans le canapé. Je sentis mes doigts trembler. Je regardais la pièce, le téléphone, le billet, le téléviseur. La perfection était insupportable. Je fermai les yeux. Et dans ce silence trop propre, trop beau, trop lisse, j'ai compris que le récit approchait de sa fin. Une fin. Ma fin. Il y a des silences plus terrifiants que les cris. Des silences qui ne sont pas une absence de bruit, mais une attente. Un moment suspendu où tout, absolument tout, semble tenir sur une seule respiration. Et c'est dans ce genre de silence-là que je me suis retrouvé, assis sur mon canapé, entouré d'une vie qui n'était pas la mienne,
Une vie écrite pour moi, alimentée pour moi, imposée pour moi. Chaque objet dans la pièce semblait me regarder. Le billet gagnant, le téléphone vibrant d'opportunité parfaite, le salon sans poussière, la lumière trop douce. Un monde sans erreur, un monde sans défaut, un monde sans libre arbitre. Un monde que je n'avais pas choisi. La voix, elle, était partout. Dans l'air, dans mes pensées, dans les murs, comme un spectateur impatient qui tourne les pages trop vite. Tu devrais sourire, je t'ai offert un final heureux. Je secouai la tête lentement. Ce n'était pas un final, c'était un piège, une cage en or, un masque collé sur un visage que je ne reconnaissais plus. Je sentis mes mains trembler, pas de peur cette fois, de lucidité. Parce que j'avais enfin compris ce qu'était la voix. Pas un démon, pas une folie, pas une hallucination. C'était un auteur. Un auteur frustré, un auteur déçu. Un auteur qui voulait que je corresponde à une histoire qu'il avait écrite et que je refusais d'habiter. À ma manière, j'étais une erreur dans sa narration, une anomalie, une résistance, et il ne pouvait pas l'accepter. La pièce trembla légèrement, comme si le décor retenait son souffle. La voix murmura « Nous arrivons à la fin. » Oui, je le savais. Je regardais la fenêtre. La lumière du matin vibrait comme une image instable, prête à disparaître, prête à être effacée si je disais ou faisais la mauvaise chose, ou la bonne. Je pris une inspiration lente. Puis, j'ai parlé pour la première fois depuis longtemps, non pas pour répondre à la voix, non pas pour jouer son jeu, mais pour dire quelque chose qu'elle ne pouvait pas prédire. Je ne veux pas être ton histoire. Un silence glacé tomba. Un silence qui n'était plus de l'attente, ni de la colère, ni de la déception. Un silence incompréhensible. Comme si la voix elle-même ne comprenait pas les mots. Comme si elle n'avait pas prévu qu'un personnage puisse refuser d'être écrit. Et puis, lentement, la réalité commença à vibrer autour de moi. Les murs tremblaient, le sol s'écaillait pixel par pixel, la lumière palpitait comme un cœur malade. La voix cria, pas un cri humain, un cri de papier qu'on déchire, un cri de monde qu'on arrache. Arrête! Je me levai. Le sol s'ouvrit sous mes pieds, mais je restai debout. Je refuse la fin que tu veux, je refuse l'histoire que tu m'imposes. La pièce se décomposa en fragments, les meubles s'effrondraient en blocs de lumière blanche, les ombres hurlaient, la réalité brûlait de l'intérieur. « Tu n'es rien sans moi !» Je fermai les yeux. Peut-être. Je fis un pas, un seul, un pas hors du script. Mais toi, tu n'existes sans moi non plus. La voix se déchira, se déforma, puis s'éteignit, et tout se croula. Le monde disparut, le salon disparut, la lumière disparut, la voix disparut. Seuls restèrent l'obscurité et un souffle. Le mien. Un souffle encore présent, encore vivant, encore libre. Et dans ce vide absolu, ce néant total, cette page entièrement blanche, une idée naquit. Peut-être que l'histoire n'a pas besoin d'un narrateur. Peut-être qu'elle peut recommencer seule. Peut-être que je peux écrire. Ou peut-être que je viens simplement d'atteindre la dernière ligne. Si cette histoire vous a glacé le sang, si vous aimez les récits où la réalité se tord, se brise et vous poursuit, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Nuit d'horreur, le meilleur endroit pour écouter ce genre d'histoires qui ne vous quitteront plus. Et si vous êtes encore là, c'est que vous aimez avoir peur. Alors rejoignez Nuit d'horreur, avant que quelque chose d'autre ne vous y oblige.